Citation issue du livre. À vouloir épargner à l'enfant la plus petite peine, au double sens du terme, travail pénible et souffrance morale, et l'une des escroqueries de la nouvelle pédagogie est d'avoir lié les deux sens, ne fabrique-t-on pas des êtres inadaptés à une société qui ne fait aucun cadeau? Comme si c'était l'objectif. C'est en tout cas du pain béni pour les exploiteurs de la misère qui voient arriver sur le marché du travail des quémandeurs éplorés, déboussolés à la première rebuffade, victimes consentantes de toutes les oppressions, dépourvus qu'ils sont de ce fond intellectuel qui seul permet de se battre, ou en tout cas de gérer les crises. L'apprentissage est fait de traumatismes surmontés, de blessures cicatrisées, d'humiliations ravalées, de défaites, de déroutes même, retournées en victoire. Peu importe les batailles perdues, si l'on gagne la guerre. Et la guerre, la grande guerre, c'est la lutte contre le crétin. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre et on va parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Ce livre c'est La Fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli. Jean-Paul Brigelli qui m'a accordé une interview, je te mettrai le lien en description, où il nous parle lui-même de ce qu'on trouve dans ce livre. Mais j'ai souhaité te faire moi-même une analyse de ce livre parce que ce livre est extrêmement riche et je me devais de te le conseiller à la lecture. Alors en guise de menu, je vais vous expliquer ce que ce livre m'a appris, ce que j'ai retiré moi comme apprentissage du livre. En tout cas, je viens de terminer le livre, donc il va encore vivre en moi quelque temps ce livre et je vais encore apprendre de nouvelles choses. Mais là, au sortir du livre, eh bien, qu'est-ce que j'ai véritablement appris de ce livre? Et du coup, qu'est-ce que tu vas apprendre de cette vidéo? Et qu'est-ce que tu vas apprendre de l'interview que Jean-Paul Brigelli m'a accordée? Eh bien, ce que m'a appris ce livre, c'est tout simplement que le niveau général du système scolaire français baisse. Alors ça, c'est pas une nouveauté, je crois qu'on est tous au courant. Mais ce que m'a appris ce livre, c'est que finalement, il y a des véritables raisons objectives et que ces raisons, en fait, elles sont objectivables, qu'elles sont connues et que, eh bien, si on le voulait vraiment, eh bien, on pourrait en fait modifier ce qui fait cet abaissement général du niveau des écoles françaises. Et ça m'amène au second point d'apprentissage, à la seconde chose que j'ai appris avec ce livre, eh bien c'est tout simplement que finalement cet abaissement du niveau général n'est pas une erreur dans le système, ça n'est pas non plus quelque chose qui se passe à l'insu des gouvernants et du système, c'est quelque chose qui est sciemment voulu. On cherche à fabriquer des crétins et ça n'est pas pour rien. On cherche à fabriquer des consommateurs, on cherche à fabriquer des populations malléables qui ont leur vie tout entière dirigée vers le néolibéralisme, vers le capital, vers le travail, et on cherche à fabriquer une population corvéable à merci. Citation issue du livre. Derrière l'anéantissement de toutes les facultés de l'esprit, il y a un projet. Un projet n'est pas un complot. Nul besoin d'imaginer que l'on a calculé la mort de l'école. Une civilisation a l'éducation qu'elle mérite et œuvre globalement à se la fabriquer. Pour mettre à genoux ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs du monde, il a fallu une singulière conjuration de volontés perverses et de bonnes intentions imbéciles. On ne détruit pas sans effort, en une vingtaine d'années, ce que la République a mis un siècle à édifier. Des projets, en fait, il y en a deux. Le premier prit naissance peu après mai 68 dans les cerveaux des plus naïfs des libertaires. Il s'agissait d'en finir avec l'école de papa. Chacun se débarrasse de son Oedipe comme il peut, ceux-là tuèrent instituteurs et professeurs pour se sentir enfin adultes et s'ouvrir le champ du crétinisme patenté. Ces utopistes dévoyés ont engendré les néopédagogues qui envahissent désormais l'enseignement. La culture étant probablement une affaire bien trop sérieuse pour la laisser aux seuls enseignants, ils ont répudié le savoir et mis en ses lieux et places la didactique, cette science de la pédagogie qui a été substituée à l'art d'apprendre et à l'apprentissage réel. Le second projet, à peu près à la même époque, émergea avec le néolibéralisme qui se frayait un chemin après les deux chocs pétroliers et la révolution informatique. Il s'agissait, cette fois, de formater l'individu dont l'économie moderne avait, paraît-il, besoin. Un être sans passé, sans histoire, sans base. Un epsilon polyvalent, comme aurait dit Huxley, susceptible de passer, sans protester,
de CDD en intérim et en ANPE. Un crétin, taillable et corvéable à merci, au nez duquel on agiterait le chiffon rouge des 3 millions de chômeurs qui, peu ou prou, sont nécessaires à la parfaite obéissance des travailleurs intérimaires. Tiraillée entre utopistes et opportunistes, l'école avait bien peu de chances de s'en sortir. Le système a produit ce qui lui était nécessaire, une main-d'œuvre bon marché, mise en concurrence avec un sous-prolétariat exotique, est-européen dans la version la plus purement CE du projet, formé à une tâche très précise et surtout débarrassé de la culture globale qui lui permettait, jadis, d'analyser le système, de se représenter dans ce système et, in fine, de le critiquer. Une autre chose que j'ai appris tout au long de ce livre, eh bien, c'est que finalement, on sait que c'est dans la difficulté qu'on forme l'intellect des élèves, en fait, qu'on a en face de nous quand on est professeur. Et que c'est dans la difficulté, en réalité, eh bien, qu'on arrive à intéresser les enfants. Et là, je me suis revu à l'école. Je me suis revu à l'école quand j'étais en collège, notamment en 5e, 4e et 3e. Dans la ville où j'étais dans un collège public, évidemment. Et j'ai été viré en 3e d'ailleurs, pour la petite histoire. J'ai été rejeté assez tôt du système scolaire parce que ça ne me convenait pas. Et en fait, ce livre m'a permis de comprendre quelque chose qu'il se passait à l'école et que je vivais très mal, c'est que parfois je m'ennuyais à l'école. Même très souvent je m'ennuyais et j'avais envie de dormir et du coup je finissais par dormir ou par focaliser mon attention ailleurs que dans le cours du professeur et finalement c'est pas magique. Quand on n'écoute plus le professeur, quand on s'endort, et finalement on comprend plus rien, on n'apprend plus rien et on a de mauvaises notes. Alors qu'en réalité, ce que je cherchais, c'est qu'on me stimule, mais j'étais pas assez stimulé à l'école. Je me souviens que je pestais contre les élèves à qui il fallait répéter 15 fois la même chose pour qu'ils comprennent, alors que moi j'avais compris la première, voire la deuxième fois, et du coup je m'ennuyais profondément en cours à cause de ces répétitions incessantes pour les gens qui ne comprenaient pas. Et c'est un enseignement de ce livre, et bien c'est tout simplement qu'il faut former des classes, voire même des collèges en fait en fonction des compétences des élèves. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire ce fameux collège unique que l'on a fait et que Jean-Paul Briguelli déconstruit dans son livre, c'est-à-dire un lissage des compétences, un lissage du savoir, un lissage des compétences par le bas, pour que, finalement, tout le monde puisse accéder au savoir qui est distribué en cours. Mais pendant ce temps-là, vous avez les meilleurs élèves qui s'ennuient, qui finalement, peut-être comme moi, vont louper leur scolarité parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à l'école. Et puis, surtout, vous fabriquez des crétins alors que vous avez en face de vous, des esprits intelligents, des intellects intelligents, capables d'apprendre, mais comme vous leur donnez pas la nourriture suffisante pour se développer, pour apprendre et pour engranger du savoir, finalement, peu importe le génie que vous avez en face de vous, vous allez en faire un crétin comme les autres. Et c'est cela, en fait, qu'a créé le collège unique. C'est tout simplement un lissage par le bas des compétences et du savoir que l'on propose aux élèves. Et du coup, les plus mauvais élèves ne deviennent pas meilleurs puisqu'ils ont un savoir bas de gamme. Et les meilleurs élèves sont abaissés à ce savoir parce qu'on ne leur propose rien à leur niveau de compétence ou à leur niveau de réflexion. Je reviens à mon expérience parce que j'ai eu une très mauvaise expérience à l'école. C'est ce que j'ai vu moi toute mon enfance à l'école. Je m'ennuyais et dès que j'avais un professeur qui réussissait à capter mon attention, j'ai en mémoire un professeur de mathématiques et qui réussissait à capter mon attention en nous posant des problèmes au tableau et en nous demandant d'y répondre, mon intellect était stimulé et finalement là je devenais tout d'un coup hyper vigilant à ce que disait le prof et finalement j'étais hyper réactif et finalement j'avais des bonnes notes. Et ce que j'ai appris avec ce professeur, je le sais encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on trouve plus, en fait, je crois, dans le collège aujourd'hui. Alors, il y a tout un tas d'éléments dans le livre qui nous montrent que finalement, on cherche à faire, comme je l'ai dit, des élèves, des consommateurs, et puis tout cela est décidé au niveau européen. Tout cela nous est décrit factuellement dans le livre, et c'est ça qui est très intéressant, c'est très, très, très factuel. Donc ça, c'est ce que j'ai appris dans ce livre. J'ai appris également que l'école des années 60 était beaucoup plus dure et pourtant, elle formait moins d'entre-soi, c'est-à-dire qu'on avait plus de prolétaires qui accédaient aux meilleures universités et qui accédaient à l'élite qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, malgré les discriminations positives, malgré cet égalitarisme dont tout le monde se vante dans notre société française, et bien malgré tout cela, en fait, les élites ne se sont jamais autant reproduites qu'aujourd'hui, et les prolétaires ne restent jamais en fait à la rue, là où ils sont nés, autant qu'aujourd'hui. Donc ça, ce sont des apprentissages que l'on découvre dans ce livre. Il y a tout un tas d'autres apprentissages, le fait qu'on ait réduit les cours de français, le fait que, eh bien, on ait décidé finalement d'adapter les cours au discours de la rue, au discours du monde extérieur, plutôt que de l'adapter à la littérature, l'adapter à des textes anciens, où il y avait voilà, la véritable littérature à mettre en soi pour comprendre des choses du monde. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a quelque chose aussi que j'ai vérifié avec l'enseignement de mes enfants et que j'ai appris dans ce livre, eh bien, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, eh bien, par exemple pour les œuvres littéraires, moi qui lis beaucoup, je vois bien que ce soit au collège ou au lycée, on s'intéresse à la forme des textes. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à expliquer à nos enfants eh bien, si ce texte est de telle ou telle forme, si c'est une poésie, si c'est un texte philosophique, si c'est un conte philosophique, si c'est un poème, quel genre de poème c'est, avec combien de vers, etc., etc. En gros, on passe beaucoup de temps sur la forme des textes, et j'en parle pas beaucoup parce que je ne maîtrise moi pas beaucoup la forme, parce que j'ai pas de formation universitaire ou de formation voilà, à l'école, hein, tout simplement. Mais par contre, on ne s'intéresse pas à la forme des textes à l'école, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qu'on trouve dans les textes, ou alors très très peu, on passe ça, on évacue ça en 2-3 phrases. Hein. J'ai vérifié avec mes enfants, j'ai demandé à 2 de mes fils, eh bien ils m'ont confirmé qu'on passe beaucoup de temps sur la forme, qu'il faut, quand on analyse un texte, eh bien expliquer sous quelle forme il est, pourquoi il a choisi cette forme, quelles sont les, comment dire, les normes de cette forme. Et puis au niveau du fond, eh bien on demande vite fait, et puis souvent ça se termine, me disait mon plus grand fils qui est au lycée, pourtant en privé, il me disait tout simplement que, eh bien finalement, quand on parle du fond d'un texte, on dit qu'il critiquait les mœurs de l'époque, et puis on passe à autre chose assez rapidement, et c'est ce que j'ai appris dans le livre de Jean-Paul Brigelli, c'est que tout cela est souhaité, c'est que tout cela en fait eh bien, fonctionne sur tout le territoire français. C'est pas seulement le collège de mon fils où il y a un problème, apparemment, ça, le lycée de mon fils pardon, où il y a un problème, ça fonctionne comme ça partout, et il y a de véritables raisons à cela. C'est que si on commence à s'intéresser au fond des textes, eh bien on va commencer à former des intellects, à former des esprits critiques, peut-être des gens qui vont pouvoir critiquer la société telle qu'elle tourne aujourd'hui. Et c'est ce que ne veut absolument pas l'école d'aujourd'hui. Et pareil, c'est un enseignement de ce livre. On ne parle pas de grands complots, d'élites qui voudraient nous manger, etc. On n'est pas dans le complotisme. Mais factuellement, il nous est montré que finalement, cette école qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est l'école que le néolibéralisme en fait souhaitait, dont le néolibéralisme pouvait rêver. Donc voilà, je vais te parler d'une manière un peu plus concrète et un peu plus structurée après ce court menu eh bien, de ce livre. Et puis je vais te mettre également quelques citations à l'intérieur de cette vidéo pour que tu puisses comprendre à quel point ce livre est important, à quel point ce livre est majeur. Vraiment, je sais que je le dis souvent parce que je vous présente que des livres que j'aime bien, mais là vraiment on est sur un livre qu'il faut absolument lire si on veut comprendre non seulement ce qu'il se passe à l'école, mais ce qu'il se passe dans la jeunesse. C'est-à-dire que par ce livre, on comprend pourquoi la jeunesse aujourd'hui est consumériste, on comprend pourquoi la jeunesse est violente, on comprend pourquoi la jeunesse n'a plus de repères, pourquoi elle est déstructurée, pourquoi au niveau intellectuel, c'est assez faible, on voit des indignations parfois qui nous font sourire, que ce soit dans le wokisme ou dans une défense imbécile à la Palestine. On voit des jeunes qui, au niveau intellectuel, eh bien, voilà, ça vole pas très haut ce qu'il y a dans leur tête, ils prennent des positions alors qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants des sujets pour lesquels ils s'engagent, et tout ça a une raison, et cette raison s'appelle l'école. Et tout cela nous est démontré dans le livre de Jean-Paul Brigelli, qu'il faut impérativement lire. Vraiment un très très bon livre, il est assez court, il fait moins de 200 pages, et pourtant c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je trouve majeur. Citation issue du livre. Respecter l'élève, ce n'est pas lui donner raison ou tolérer ses incongruités. Il faut l'obliger à reconsidérer le monde sous d'autres facettes, l'amener à se remettre en cause, à revoir au moins ses certitudes. Mais, clament les hypocrites, la liberté de conscience, le respect de la personnalité de l'enfant. Bille versée, l'enfant est en devenir. Il n'est pas un bloc organisé de conscience. Doit-on rappeler que ceux dont on souligne volontiers qu'ils ont une sacrée personnalité sont en général de fichus imbéciles. Et quel que soit leur âge, des idées bien arrêtées sont toujours,
comme leur nom l'indique, des idées qui n'avancent pas. N'importe quel prof de philo vous dira que la réflexion, vraiment, qui l'agace le plus, c'est le sempiternel « c'est votre avis, ça n'est pas le mien ». D'où parle l'élève qui tient ce discours? De quelles compétences fait-il état? De quel calme bloc de bêtises chu d'un désastre obscur tire-t-il son assurance? Nous avons pris, au terme d'un débat qui a souvent permis de débusquer les hypocrites, la sage décision de dévoiler les jeunes musulmanes, d'interdire les croix et les kippas en classe, d'exclure, en un mot, le religieux du domaine laïque. Nous avons bien fait. Darwin est un fait, l'évolution une réalité, et les tenants du créationnisme sont des crétins accrochés à des certitudes d'avant Copernic. La Bible prétend que le soleil tourne autour de la Terre. Un enseignant a-t-il le droit, sous prétexte de tolérance, de laisser s'énoncer des contre-vérités? L'ennui se combat avec une arme unique, la connaissance. Il est de toute première urgence de tolérer à nouveau le savoir dans les écoles. Alors, je vais vous présenter le livre d'une manière désormais un peu plus structurée. Donc, La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli, c'est un livre qui a été publié en 2005 et qui nous offre une analyse critique de notre système éducatif français et de ses dérives. Jean-Paul Brigelli est un ancien professeur de lettres et il dénonce dans ce livre ce qu'il considère comme une dégradation volontaire et orchestrée de l'instruction publique. Préparez-vous à un voyage au cœur des enjeux de l'éducation moderne et même, j'ai envie de dire, de la société moderne. Alors, dans la partie 1, Jean-Paul Brigelli nous parle d'un système éducatif qui est en crise. C'est-à-dire que dès les premières pages, Jean-Paul Brigelli dresse un constat accablant, c'est-à-dire le niveau général des élèves, leur niveau de culture générale qui s'effrite, l'exigence académique qui diminue, et pour lui, il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. L'abandon des savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture et le calcul ne sont plus enseignés avec la rigueur nécessaire. La méthode globale pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, est vivement critiquée dans son livre. Citation issue du livre. Ce que l'on apprend à l'école, désormais, c'est l'extrême relativité de toute opinion et de tout savoir. C'est votre avis, ce n'est pas le mien, clament des enfants qui ne savent orthographier correctement ni c'est ni avis. L'autorité du maître a été dissoute dans le cœur des opinions divergentes, dans une cacophonie d'imprécations et de cris de guerre, dans l'atmosphère de débat perpétuel instaurée par des lois intelligemment stupides ou perverses et des réseaux sociaux où tout individu pourvu d'un clavier ou d'un smartphone se pense tout-puissant. On ne m'entendra peut-être pas, mais je le dis d'emblée, l'école ne dysfonctionne pas. Au contraire, elle fait ce pourquoi on l'a programmée. Créer un vaste melting pot, un bouillon d'inculture, où d'un côté les élèves n'acquerront que de très faibles notions, peu sûres, entachées d'approximations, d'erreurs et d'a priori idéologiques, et où ils seront par ailleurs encouragés à se nourrir, hors école, de certitudes familiales, religieuses ou ethniques. Une culture de communauté. L'école est devenue une matrice dont tout effort vise à produire des consommateurs et des travailleurs instables, peu formés et dotés d'un instinct critique d'huître, mais susceptibles d'accepter n'importe quelle tâche, pourvu qu'elle leur permette de regarder la télévision le soir en consommant des nourritures molles. Il nous parle également de la pédagogie moderne. Jean-Paul Brigelli fustige les méthodes pédagogiques modernes qui, selon lui, privilégient l'épanouissement personnel au détriment de l'acquisition des savoirs et des connaissances. Il nous parle des causes de cette dégradation dans la partie 2. Jean-Paul Brigelli identifie plusieurs responsables de cette situation. Alors, les politiques éducatives, c'est-à-dire les réformes successives, souvent incohérentes, ont, selon l'auteur, affaibli le système. L'auteur pointe du doigt les ministres de l'éducation qui ont cédé à des logiques électoralistes plutôt qu'à des exigences pédagogiques. Les pédagogues et les experts accusés d'avoir imposé des théories inefficaces qu'il a vues dans son livre comme des fossoyeurs de l'excellence académique. Il nous parle également des parents. Brigelli n'épargne pas les parents, parfois trop permissifs ou désengagés, comme la société qui valorise le divertissement et la consommation au détriment de la culture et de l'effort intellectuel, parce qu'on acquiert le savoir qu'au prix de beaucoup d'efforts. Citation issue du livre. Mais vous ne respectez donc pas leurs coutumes, leurs croyances? Je respecte en eux l'être humain.
notre plus petit commun dénominateur. Rien d'autre n'est respectable. Aucun respect n'est dû a priori. Seul le travail rend l'élève respectable. Seul le savoir le fait accéder à l'humanité. On ne naît pas respectable, on le devient. Il nous parle également des conséquences pour la société de cet effondrement du niveau scolaire et de l'école de la République. L'auteur ne se contente pas de critiquer d'ailleurs, il décrit les conséquences de cette situation. C'est-à-dire qu'il nous parle d'une jeunesse désorientée, les jeunes manquent de repères, de culture générale, ce qui les rend vulnérables aux manipulations et aux discours simplistes, que ce soit des woke ou des religieux. Une société appauvrie intellectuellement, c'est ce dont nous parle Jean-Paul Brigelli, avec effectivement une baisse de la culture générale, de l'esprit critique et de l'esprit scientifique dans le pays, pourtant de Descartes. Et il nous dit qu'il y a du coup pour les jeunes un avenir qui est compromis parce que leur formation à l'école est dirigée vers des intérêts économiques plus que par la formation d'intellect au savoir. Citation issue du livre. Récuser l'élitisme n'engendre pas la démocratisation, mais le favoritisme. Quand l'école ne remplit plus sa tâche de sélection, c'est à l'état civil, de qui êtes-vous l'enfant, d'opérer le tri. Alors il propose quand même quelques solutions, c'est-à-dire qu'il n'est pas là que pour critiquer. Jean-Paul Brigelli fait un diagnostic, oui, mais il propose aussi des solutions. Et il propose déjà un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire réintroduire une pédagogie exigeante centrée sur les savoirs fondamentaux et sur l'effort. Il nous dit également qu'il faut redonner du pouvoir aux enseignants, leur permettre de transmettre des connaissances sans être contraints par des méthodes pédagogiques qui ont fait preuve déjà depuis des décennies de leur inefficacité. Il nous dit également qu'il faut revoir les programmes et les méthodes d'évaluation pour encourager l'excellence et l'effort. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les notations sont parfois des cirques où on note les gens pour des éloges qu'ils ne méritent pas. Donc le livre de Brigelli nous appelle à une prise de conscience collective et à une action pour sauver le système éducatif français. Pour lui, il est urgent de redonner de l'instruction à des citoyens éclairés et de former non plus des personnes dans les écoles. Pour Brigelli, la formation des personnes, la formation des enfants en tant que personnes, c'est quelque chose qui appartient aux parents. Il faut que l'école s'intéresse à former des intellects, à former des sachants, à former du savoir, à former des esprits critiques, des esprits intelligents. Tout ce qui a trait à la personne, c'est du domaine des parents et selon Jean-Paul Brigelli, l'école n'aurait jamais dû se mêler de la personne qu'est l'enfant parce que si on commence à se mêler de la personne, finalement, il faut accepter, respecter ce qu'il est. Il faut finalement, écouter ce que l'enfant a à dire. Jean-Paul Brigelli a des sorties qui, moi, me paraissent extrêmement saines et de bon sens, qui parfois peuvent faire bondir les progressistes un peu fragiles d'aujourd'hui. C'est tout simplement de dire que, un enfant n'a rien à proposer, il n'a pas de savoir. On peut effectivement écouter s'il se sent mal, s'il a un malaise. Jean-Paul Brigelli ne nie pas ça, mais simplement au niveau du savoir, il n'est pas utile en fait d'écouter ce qu'a à dire l'enfant sur tel ou tel savoir, parce qu'il est là pour apprendre justement au niveau du savoir, il n'a rien. Il est justement à l'école pour engranger du savoir, pour former son intellect, et en tant qu'il est là pour se former, il se tait et il écoute. Et c'est pour ça qu'il faut restaurer la discipline. Il a cette formule Jean-Paul Brigelli que je trouve intéressante et que je trouve très juste. Il faut restaurer les disciplines pour restaurer la discipline finalement. Et il nous explique qu'il a testé lui-même au cours de sa carrière, puisqu'il a enseigné dans des collèges et des lycées problématiques, dans des lycées ZEP tout simplement, ou dans des collèges ZEP. Et il nous explique que finalement, plus on est exigeant avec le savoir et plus on propose du savoir même à des populations en difficulté et plus finalement elles se mettent à respecter le professeur pour ce savoir et à écouter ce qu'il dit et finalement ça rend intéressant le savoir parce que finalement les enfants dans les collèges ou dans les cités ZEP se rendent bien compte qu'on leur donne un savoir en toc, on leur propose un savoir en toc et qu'en leur proposant ce savoir en toc, finalement, on les méprise alors que quand on est exigeant avec eux, ils ont l'impression qu'on les traite comme tout le monde et que justement, on brade pas le savoir qu'on leur propose et que du coup, on les respecte en les prenant pour des gens intelligents, capables d'autant de réflexion que n'importe qui dans ce pays. Et j'ai trouvé les analyses de Brigelli très très intéressantes. Encore une fois, il nous explique pourquoi la violence également dans la jeunesse, c'est très très intéressant.
Je vais vous lire quelques citations avant de vous laisser avec ce livre-là, avant de vous laisser avec un lien en description pour aller acheter et lire ce livre. Mais voilà, quelques citations et puis on se rejoint juste après pour la conclusion. L'école, en destituant le savoir, en laissant les problèmes de la cité envahir le sanctuaire sous prétexte de s'ouvrir au monde, en respectant toutes les opinions comme si elles étaient toutes respectables, en dévalorisant le travail, en bannissant l'autorité, a condamné à la rue tous ceux qui en viennent. Les professeurs passent des concours de recrutement dont le niveau lui-même a considérablement baissé. C'est que l'on a besoin d'ignorants pour enseigner aux ilotes. Et la France a aujourd'hui un système éducatif qui fait rire les Finlandais ou les Coréens qui se pavanent désormais en tête de classe. Pourquoi ? Parce que notre société a compris qu'il était de toute première urgence de fabriquer les personnels acculturés dont le marché avait besoin. Dans ces dernières années, et pour la première fois depuis 3 décennies, la demande de travailleurs non qualifiés a notablement augmenté en France. Moins ils en savent, plus facilement ils seront taillables et corvéables à merci. Ajoutez à cela le poids psychologique des CDD, qui ont tendance à se généraliser, les facilités faites aux entreprises pour licencier ou délocaliser, et vous obtenez ce que nous avons aujourd'hui, une classe ouvrière parfaitement dépourvue de tout moyen de s'insurger. Ajoutez encore le décervelage concocté par des médias qui pataugent entre médiocres et minables, et le tableau est complet. Plus personne ne peut même envisager de manifester sa mauvaise humeur. 30 ans de réformes habiles ont répudié l'intelligence, parce que l'intelligence est moins l'adaptation que la contestation. Un tyran de Sicile avait projeté d'interdire le mot démocratie, pensant que si l'on interdisait l'expression de la chose elle-même pourrait bien disparaître. Les didacticiens contemporains s'accommoderaient assez d'une langue réduite à 800 mots, comme le Basic English que l'Angleterre apprenait à ses serviteurs indigènes du temps de l'Empire. Même souci, même punition. Il s'agit aujourd'hui de former les manœuvres de l'Europe future, et 800 mots sont bien suffisants pour obéir et se taire. L'ouvrier ne sait plus ce qu'il est. Il était autrefois membre d'une communauté avec une histoire faite de luttes, de succès et de replis, une dialectique de l'affrontement permanent. Coupé de sa propre histoire, le peuple n'est plus qu'une masse sans identité, un objet entre les mains de ses maîtres. Voilà, donc on a terminé avec ce livre. Comme je te l'ai dit, j'ai fait j'ai réalisé une interview avec Jean-Paul Brighelli. Je te mets les liens en description. Va écouter cet auteur, va écouter ce pédagogue, va écouter ce monsieur qui nous dit des choses extrêmement intéressantes et pertinentes pour finalement trouver les solutions pour demain avoir déjà un système éducatif bien meilleur, mais avoir une société bien meilleure, parce que, faut-il le rappeler, toute société dépend en grande partie de son système éducatif et de la formation des futurs citoyens de demain. Donc allez écouter ce grand monsieur, ça vous changera des discours lénifiants et des éléments de langage de nos politiques qui nous disent qu'il faut mettre un peu plus de ceci, un peu plus de cela, réformer ceci, réformer cela. En fait, à chaque fois, ils ne font absolument rien en profondeur. On ne part d'aucune théorie, on ne part d'aucune réflexion de terrain. Ce sont tout simplement des éléments de langage pour nous faire croire qu'ils font quelque chose à l'école. Ils n'y font rien et pour cause, ça sert leurs intérêts. Allez voir l'interview, lisez La Fabrique du crétin de Jean-Paul Brighelli. À très vite sur la chaîne pour parler à nouveau d'un livre. Salut!